Dès le premier tour. Hier, Vladimir Poutine a remporté 76,67% des suffrages à la présidentielle. Un score record, mais qui laisse dubitatif bien des ONG et des observateurs sur place. Sur la liste des fraudes recensées, bourrage d'urnes, votes multiples et même proposition de coupons alimentaires à bas prix en échange d'un vote. Pierre Laurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et spécialiste de la Russie. Merci d'être en ligne en direct avec nous ce matin. Alors, il y a ces irrégularités recensées et tout de même 76,67% des suffrages pour Vladimir Poutine dès le premier tour. Comment l'expliquez-vous ? Écoutez, lorsque le président Poutine affichait avant l'élection un taux de popularité de plus de 80%, y compris recensé par des organismes de sondage indépendants, en particulier le centre Levada, 80% de popularité, 76% dans le vote, même si c'est effectivement un peu gonflé, je pense qu'il n'y a pas réellement de différence notable. L'élection était assurée, il n'y avait pas de risque quelconque. Donc lorsque l'on parle des bourrages d'urnes, etc., c'est vrai, mais c'est relativement marginal. C'est essentiellement dû à une sorte de surenchère que se livrent certaines régions, en particulier dans le Caucase, pour montrer qu'elles sont encore plus royalistes que le roi et que ils obtiennent, enfin le candidat du pouvoir, en l'occurrence Vladimir Poutine, obtient un meilleur résultat que partout ailleurs. C'est lié d'une part aux circonstances particulières de la Russie, à un certain manque de culture démocratique, et il faut tout de même se souvenir qu'il n'y a pas tellement longtemps, de telles pratiques étaient également pratiquées en France, dans certaines régions insulaires notamment, et que ça faisait partie du folklore et ça n'avait pas lieu de faire contester les élections. Avec un score tel, même s'il avait 25 points de moins, Vladimir Poutine serait tout de même élu au premier tour. Or, il est très difficile de frauder dans ces proportions et de retirer 25 points, ou du moins d'ajouter 25 points à un candidat, même dans des pays qui justement n'ont pas la culture démocratique. Mais Pierre Laurin, même si ce que vous dites, bien sûr, étant donné la superficie et le nombre de votants en Russie est exact, ça dit quand même quelque chose du climat, de l'état d'esprit en Russie. Vous avez même employé l'expression plus royaliste que le roi. Ce sont donc les termes que vous avez employés. Est-ce que la Russie a bel et bien ces problèmes démocratiques juste à cause d'un manque de culture démocratique que vous avez évoqué, ou il y a autre chose, je ne sais pas, peut-être la peur ou des choses comme ça? Non, il n'y a pas de peur en Russie. Si vous allez en Russie, vous vous rendez compte qu'on peut critiquer librement, y compris dans la presse, Vladimir Poutine et le gouvernement, que les livres qui ont beaucoup de succès ici, écrits par des Russes en particulier, par exemple le patron de la chaîne de télévision indépendante Dost, qui a été récemment traduit en français, ils sont publiés, ils ont de bons scores en Russie, la presse d'opposition existe et disons que lorsque nous nous informons, vous savez, à l'époque soviétique, pour s'informer de ce qui s'est passé en Union soviétique, il fallait utiliser des réseaux parallèles. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir la presse russe pour être informé aussi bien, sinon mieux, que par la presse occidentale. Donc, le climat de peur, ça, ce sont des fantasmes, et surtout maintenant, et je crois que l'élection de Poutine s'explique simplement parce que dans la situation actuelle, c'est-à-dire où la Russie se sent réellement menacée par l'Occident, il y a un réflexe qui est logique de se tourner vers ceux qui peuvent le mieux défendre le pays. Or, depuis un certain nombre d'années, Vladimir Poutine montre au peuple russe qu'il tient les rênes et qu'il sait tenir tête
aux Occidentaux et aux différentes menaces qui se profilent. Donc la tradition du bourrage des urnes dans certaines régions n'influe en aucune manière sur la vie. Par exemple, on dit que les autres candidats ont été choisis par le Kremlin. C'est totalement faux. Le candidat communiste a été élu par les communistes, il a été choisi par les communistes. Vladimir Zhirinovsky se présente à toutes les élections depuis maintenant plus de 25 ans. Grigori Yavlinsky, qui était le candidat libéral, le véritable candidat libéral, celui qui tient le flambeau avec son parti Yabloko depuis maintenant 25 ans également, et qui se présente également aux élections, il a obtenu un peu plus de 1%. C'est dire le poids de ce que nous appelons l'opposition démocratique ou libre ou libérale là-bas. Lorsque ici on qualifie Alexei Navalny de candidat d'opposant numéro 1, c'est absurde dans la mesure où Navalny ne représente pas grand-chose à l'intérieur de la Russie et que les Russes surtout ne le connaissent pratiquement pas, sauf dans les grandes villes et dans les milieux bobos de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Pierre Laurin, le climat de peur, ce sont des fantasmes, dites-vous. À propos de fantasmes, il y a eu cette vidéo pendant la campagne, une vidéo diffusée pour inciter à aller voter Vladimir Poutine. On y voit un homme qui ne va pas voter et qui se retrouve à vivre un cauchemar parce que son fils est homosexuel. Ça, quand même, ça dit quelque chose, non ? Écoutez, je crois qu'aux vidéos, surtout aux vidéos de propagande, on peut leur faire dire n'importe quoi. Ce que je sais, moi, c'est que j'ai des amis homosexuels en Russie et qu'ils ne se portent pas plus mal que dans de très nombreux autres pays. Ce qui est interdit en Russie, c'est de faire de la propagande de l'homosexualité auprès des jeunes. C'est quoi de la propagande de l'homosexualité auprès des jeunes ? Bien inciter les jeunes à être homosexuels. Vous pensez qu'on peut inciter les jeunes à être homosexuels ? Je pense qu'effectivement, on doit, dans une certaine mesure, être relativement prudent avec ce genre de choses. Bon, vous savez, je crois que si les grandes religions ne considèrent pas l'homosexualité comme quelque chose de très normal, c'est qu'il y a une raison historique. Qu'elle soit fondée ou non, moi je pense qu'elle n'est pas fondée. Ça, certainement, je ne suis pas... Enfin, j'ai beaucoup d'amis, j'ai même des homosexuels dans ma famille, et il n'y a aucun problème. Mais simplement, je conçois que dans certains pays, cela puisse poser un problème. Or, ce n'est pas réellement le cas de la Russie. La Russie, les gens vivent leur vie normalement, et ils ne sont pas réellement harcelés, sauf dans la seule république qui a adopté la charia. J'allais y venir. C'est-à-dire la Tchétchénie. Et là, les homosexuels se trouvent dans la même situation que dans les autres pays musulmans où, disons, qu'ils ne sont pas très aimés. Mais encore en Tchétchénie, on ne leur coupe pas la tête, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays jusqu'à très récemment, comme l'Arabie Saoudite. Pierre Laurin... Qui est Laurin... notre grand copain, parce que l'Arabie Saoudite qui coupe la tête des homosexuels, c'est notre allié. Pierre Laurin, concernant ce que les Russes attendent de Vladimir Poutine, maintenant qu'ils l'ont réélu pour un 4e mandat, ils en attendent quoi ? Ils en attendent la stabilité. Je crois que s'ils l'ont réélu, c'est parce que la Russie a besoin de stabilité. Vous savez, elle a connu au cours du dernier quart de siècle des situations qui n'étaient pas très drôles. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, ça a été un bouleversement pour tout le monde là-bas. Ils ont perdu leur pays. Soudain, leur pays, l'Union soviétique, n'existait plus. Ils se sont retrouvés dans un pays inconnu, qui était la Russie, qui a essayé de retrouver ses racines historiques. Est-ce que à l'époque, l'inflation avait 3 chiffres. C'était des conditions de vie inimaginables. J'ai connu cette période parce que j'étais correspondant là-bas et je vous assure que ce n'était pas facile. Alors à partir de l'arrivée de Vladimir Poutine, les choses se sont arrangées. Peut-être grâce à lui, peut-être que si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est lui qui est en place. Et c'est à lui
que les Russes savent gré d'avoir apporté la stabilité, d'avoir apporté un progrès social assez constant pendant de très nombreuses années, d'avoir amélioré le niveau de vie, qui aujourd'hui, on parle de la pauvreté. Oui, certes, la pauvreté existe en Russie, mais le pourcentage de pauvreté de pauvres par rapport au salaire médian en Russie est exactement le même qu'en France. Donc, pour les Russes, il y a un progrès. Au cours des dernières années, il y a eu un reflux lié à la chute des cours de pétrole et aux sanctions occidentales. Et ça, les Russes en sont conscients. Et puis surtout, ils sont conscients aujourd'hui, et ça se voit à tous les niveaux en Russie, ils sont conscients qu'ils sont seuls contre tout le monde, que l'Occident n'est pas avec eux, que l'Occident n'est pas là pour les aider, mais pour les enfoncer. Et donc, il y a un réflexe loyaliste de résistance qui est normal et qui explique que Poutine soit très populaire. Est-ce que l'objectif de Vladimir Poutine, vous l'avez dit, hein, c'est vrai, il est arrivé au moment où les habitants d'ex-URSS n'avaient plus de pays, et c'est lui qui a pris les rênes de ce pays. Est-ce que le but de Vladimir Poutine, c'est de redonner à la Russie la grandeur de l'ex-URSS et peut-être, dans ce cas-là aussi, de se servir de l'affrontement avec l'Occident pour ça ? Non, je crois que c'est exactement le contraire. C'est l'Occident qui se sert de l'affrontement avec la Russie pour faire vivre une structure du passé qui n'a plus lieu d'être et qui est l'OTAN. L'OTAN n'a plus, depuis la chute de l'Union soviétique, n'a plus d'ennemis, donc il faut impérativement recréer la menace, le risque, de manière à serrer les coudes. La Russie, ce qu'elle cherche à défendre, ce sont ses intérêts normaux, les intérêts que tout pays défend. La France défend ses intérêts, elle les défend relativement bien ou parfois elle se laisse un peu déborder. Les États-Unis, surtout avec le président Trump, défendent leurs intérêts. Donc, il semble qu'au cours des dernières années, on considérait que le seul pays dans le monde qui ne devait pas défendre ses intérêts, c'était la Russie. Or, Poutine démontre le contraire. Mais reconstituer l'Union soviétique, c'est impossible. Et Vladimir Poutine l'a répété à plusieurs reprises. En revanche, ce qui est possible, c'est de recréer une union économique. Parce que l'Union soviétique, qui s'est divisée en 15 pays différents, c'était un pays uni économiquement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de frontières. Soudain, les frontières ont été élevées et des usines qui travaillaient avec les autres républiques fédérées librement se sont retrouvées entravées par des droits de douane, par des procédures administratives absurdes, ce qui a complètement laminé l'économie de certains pays périphériques, en particulier en Asie centrale, mais également dans le Caucase. Et le but aujourd'hui, c'est de recréer un marché commun. C'est le premier pas. Alors, il est tout de même absurde que nous, Européens, nous considérions que nous devons créer une Union européenne qui n'a jamais existé depuis Charlemagne et que les peuples de l'ancienne Union soviétique ou de l'ancien Empire russe n'aient pas le droit de faire la même chose alors que jusqu'à il y a quelques années, ils étaient dans le même pays et dans le même ensemble. Je trouve que nous employons des procédés de pensée qui ne sont peut-être pas très logiques. On l'aura compris, Pierre Laurin. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Judaïque FM. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie. Pour clore cette édition, un coup d'œil du côté du ciel. Votre